Bonjour à tous. Euh, Monsieur le procureur général honoraire près la Cour de cassation, Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Alès, Monsieur le directeur adjoint de l'École nationale de la magistrature, Madame la contrôleure auprès de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Mesdames et Messieurs, merci de votre présence. L'association Horizon Magistrature, représentée par son bureau, issu de la promotion 2024 de l'École nationale de la magistrature, est heureuse de vous accueillir pour cette conférence intitulée « Pourquoi pas moi ?» Notre association a deux objectifs. Contribuer à faire connaître le monde de la justice française, qui pour beaucoup de nos concitoyens est un monde bien mystérieux, et aider les personnes envisageant d'intégrer l'École nationale de la magistrature en les renseignant et en les soutenant dans ce beau projet et dans la préparation des divers concours d'accès. Cette conférence s'inscrit tout à fait dans ces deux missions, en ce qu'elle vous permettra d'une part d'échanger avec des magistrats qui ont accepté de partager leur expérience, et d'autre part de peut-être, nous l'espérons, oser sauter le pas et vous lancer dans cette formidable aventure qu'est la magistrature. Au nom du bureau, je remercie vivement M. François Molins, M. Abdelkrim Grini, M. Samuel Lenné et Mme Clara Médambou pour leur présence aujourd'hui qui nous honore. Je remercie également la direction de l'ENM et le service communication qui ont permis la tenue de cette conférence. Enfin, je remercie chaleureusement l'architecte de cette conférence, celle sans qui l'idée de la rencontre de ce soir entre magistrats et potentiels candidats à la magistrature n'aurait pas germé, Sophia Egg, auditrice de justice de la promotion 2023, qui ne peut malheureusement pas être présente en raison d'impératifs professionnels qui la retiennent à Nîmes. Elle nous a accordé sa confiance pour animer cette conférence, mais tenez à vous dire quelques mots que nous allons vous transmettre en son nom. Bonsoir à tous. Donc, je me permets de transmettre au nom de Sophia Egg une petite introduction qu'elle a donc écrite. « J'aimerais bien, mais ce n'est pas mon monde. Peut-être êtes-vous entré dans ce bel amphithéâtre en vous disant cela. Pour autant, parce que vous êtes entré dans cette salle, et plus précisément à l'École nationale de la magistrature, peut-être que résonne aussi dans votre tête une petite voix qui vous souffle « Et pourquoi pas moi ?» La rencontre de ce soir sera, je l'espère, une aide, certes modeste, pour vous permettre de franchir le pas qui fait passer de la rive de l'illégitimité à celle de la conviction que, justement, on a aussi quelque chose à apporter à la société et que l'on peut le faire en devenant magistrat. Ce projet a débuté après une conférence à l'ENM où nous étions plusieurs auditeurs à discuter des difficultés que nous avions rencontrées pour préparer le concours, mais surtout de la montagne que nous avions eu à gravir pour enfin accepter notre légitimité, pour enfin accepter, malgré nos milieux d'origine, qu'il était possible de devenir magistrat. À la fin de ce débat quelque peu animé, nous nous sommes aussi rendus compte que ce qui nous avait manqué lorsque nous envisagions ce concours, c'était de pouvoir échanger avec des magistrats déjà en poste qui avaient eux aussi pu connaître ces questionnements, que cela aurait été bien de ne pas être seul, surtout lorsque l'on vient d'un endroit que l'on ne localise que sur la carte la plus détaillée du catalogue Michelin. C'est ainsi que ce projet est né. Et bien que ne pouvant pas être là ce soir, je remercie les membres du bureau de l'association Horizon Magistrature de me permettre d'y participer en faisant la trop longue présentation et qui se sont mobilisés pendant plusieurs semaines. C'est un projet collectif qui se concrétise aujourd'hui et je tenais à remercier la direction de l'ENM qui a accepté de nous prêter gracieusement les locaux parce que nous tenions à ce que symboliquement, le premier pas sur le pont à franchir se fasse au sein de l'école. Et l'école nous a également grandement aidés pour faire connaître cet événement en nous offrant le soutien du service communication. Merci également plus particulièrement à Guillaume Puy-Grenier qui a répondu présent à mes très nombreuses sollicitations et angoisses et qui a été le chef d'orchestre de la concrétisation de ce projet. Permettez-moi de vous présenter nos invités et de vous dire pourquoi eux. Monsieur le procureur général, vous qui êtes le parrain de la promotion à laquelle j'appartiens, vous êtes une référence d'exemplarité et de courage pour tous. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu présent dès le début de ce projet pour soutenir l'association et démontrer une fois de plus, s'il en était besoin, le sincère investissement qui est le vôtre depuis plusieurs années pour faire découvrir l'institution judiciaire dans ce qu'elle a de plus riche, de plus beau, celle qui laisse une place à tous les talents. Pourquoi vous ? Parce que de vos terres bagnulantes qui vous restent chères aux plus hautes fonctions judiciaires, vous êtes un exemple de réussite, un modèle à suivre pour tous ceux qui, éloignés des métropoles, pourraient penser que la magistrature n'est pas un monde pour eux, qu'il est trop éloigné. Un exemple aussi par votre engagement au service des autres avec Parlons Démocratie, l'association dont vous êtes le parrain et dans laquelle vous vous mobilisez au quotidien pour faire découvrir l'institution judiciaire. Un exemple de transmission, vous qui avez répondu présent à toutes les sollicitations de ma promotion
pour partager vos conseils avisés. Alors pourquoi vous? Il me semble que la question ne se pose même pas. Je tiens également à remercier Monsieur Lenné pour sa présence aujourd'hui. Je sais que vous avez spécialement fait le déplacement de Bordeaux pour être présent ce soir et partager votre expérience avec les participants. Et quelle expérience! Qui se douterait de l'énergie que vous déployez au quotidien pour aider les jeunes venant de milieux les plus modestes ou éloignés à devenir magistrats? Les classes prépa talents, les cordées de la réussite, ces projets que vous portez au quotidien et auxquels vous associez les auditeurs et notre association. Vous me permettrez cette indiscrétion en révélant que vous avez dans votre bureau un article de presse parlant de l'école et de l'égalité des chances, cet article que vous conservez bien en vue, comme un rappel de ce qu'il reste à faire et de pourquoi il faut le faire. Cette anecdote démontre, je le crois, toute la mesure de votre engagement au service des autres. Alors à la question « Pourquoi vous ?», je répondrai simplement parce que je suis convaincue que vous, plus que tout autre, vous trouverez les mots auprès de tous nos participants qui leur permettront de se sentir légitimes. Monsieur le procureur de la République, du quartier de la Paillade à Montpellier, aux salles d'audience que vous avez d'abord fréquentées comme avocat pendant plus de 10 ans et que vous arpentez toujours avec passion et conviction dans vos fonctions de chef de juridiction, merci de votre présence. Parce que j'ai eu le privilège de travailler avec vous à Bobigny et que depuis 10 ans, nous nous croisons au gré de nos postes respectifs, je sais que vous vous êtes posé la question de cette soirée à plusieurs reprises. Je le sais d'autant plus que je garde en mémoire cette conversation que nous avons eue alors que je préparais le grand oral, où je vous disais que je ne savais pas pourquoi j'y allais, que je n'avais pas ma place, que ce n'était pas mon monde. Vous m'avez répondu que vous aussi, vous vous étiez interrogé, mais que finalement, vous aviez compris que la seule personne qui pensait cela, c'était vous, et que je faisais probablement la même chose. Vous aviez raison, la seule qui pensait que mes origines sociales étaient un problème pour le jury, c'était moi. Merci d'être venu depuis vos terres cévénoles et d'avoir plus de temps de trajet que de temps de présence, si ce n'est pas de l'engagement, pour partager avec les participants ce que vous avez partagé avec moi. Et enfin, Madame Benamou, ma juge, la mienne, de juge placée à juge des enfants et maintenant contrôleuse auprès de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, parcours déjà riche, et pourtant, lorsque je t'ai demandé de participer à cet échange, tu m'as dit « Mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire ?» Toi qui es précisément l'une de ces rencontres qui font se dire « Pourquoi pas moi ?» Toi qui l'as été pour moi à tous les instants de la préparation du concours, réveil très matinal le jour du grand oral inclus. Je t'ai vu pendant ces presque 4 années à tes côtés au tribunal pour enfants, face à ces adolescents de Vénissieux parfois en perdition, les convaincre qu'ils étaient capables, qu'ils étaient légitimes de rêver et d'avoir envie, et que l'on peut venir de Vénissieux et réussir. Je t'ai vu les convaincre avec une détermination peu commune qu'ils devaient faire tomber ces barrières qu'ils se mettaient eux-mêmes. Chère Clara, merci d'être venue ce soir. Chers participants, peut-être que finalement, vous ne passerez pas le concours de la magistrature, peut-être que vous n'en aurez pas envie, mais j'espère sincèrement qu'après avoir partagé avec nos invités, vous passerez la porte en vous disant que finalement, c'est possible. Donc, sur ces mots de Sophia Egg, bonne soirée à tous. Merci encore d'être parmi nous. Peut-être en guise d'introduction, nos invités peuvent se présenter et peut-être expliquer ce qui les a poussés vers cette aventure qu'est la magistrature. Monsieur le procureur général à la Cour de cassation, si je peux commencer par vous. Combien de temps? Ce qui vous semblera raisonnable. Je vais essayer de ne pas être trop long. Je ne suis pas forcément le mieux placé pour vous parler. Moi, je suis d'un milieu qui est relativement aisé, mais qui n'a rien à voir avec le droit. Mon père était médecin, mon grand-père était médecin, et je ne suis pas venu à la justice par vocation, du tout. Quand j'ai passé mon bac, je ne savais pas ce que j'allais faire. J'ai passé un bac littéraire, puis je suis allé en droit, parce que le droit, c'est commode, parce que ça permet de reculer les choix, ça ouvre tellement de portes que finalement, ça ouvre aussi beaucoup de champs de possibles. Donc, je suis allé en droit dans une toute petite université, Perpignan, qui avait en plus une particularité, c'est qu'il n'y avait jamais eu d'étudiants qui sortaient de cette université qui avaient réussi le concours de la magistrature. Donc, j'y suis allé, j'ai travaillé. J'ai découvert le droit qui m'a beaucoup plu. Petit à petit, j'ai senti donc effectivement le goût du droit et puis une passion pour la justice.
j'ai passé ma maîtrise et dans la foulée, alors c'est des choses qui pouvaient, la situation n'est pas tout à fait comme aujourd'hui, encore il y a quand même un point commun qui existe entre ces deux époques. Moi, je vous parle de 76, hein, donc c'est vieux. J'ai passé mon concours dans la foulée de ma maîtrise, sans avoir suivi la moindre préparation. J'ai bossé l'été, j'ai eu mon examen, ma maîtrise en juin, j'ai passé l'écrit fin août, j'ai été admissible, et puis j'ai eu le NM. C'est une époque où, certes, c'était encore, faisable. Il y avait quelques cas, qui arrivaient à le réussir. Il y a quand même un point commun avec avec, l'époque d'aujourd'hui parce que, comme aujourd'hui, on est en réalité dans un rapport de reçu par rapport à ceux qui présentent le concours de grosso modo 1 sur 10. Donc vous voyez en termes de difficulté, même si les choses peuvent pas être totalement comparées, la difficulté finalement est la même en termes de rapport, en termes de probabilité d'être reçu, hein, par rapport à effectivement au nombre de gens qui passaient ce concours. Et en réalité, même si je venais d'une petite université, je me répète qu'il n'avait jamais eu d'étudiants reçus comme les grandes universités parisiennes, hein, auxquelles tout le monde pense, Paris 1, Paris 2, etc. Ben, je ne me suis jamais auto-censuré. Je me suis jamais auto-censuré parce que j'ai toujours cru à la valeur travail. Parce que, bien sûr, il y a des tas d'inégalités qui existent aujourd'hui, que l'éducation nationale ne, ne creuse pas forcément, hein, parfois même bien au contraire. On a quand même fait des progrès là-dessus, hein. Si un jour vous vous intéressez à la sociologie professionnelle de la justice, hein, il y a 100-150 ans, quand on devenait magistrat par recommandation, hein. Il suffisait d'avoir un diplôme de droit, mais le diplôme de droit ne suffisait pas à devenir magistrat. On devenait magistrat par recommandation et si on n'en avait pas, on n'était pas recruté. Parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. On était peut-être davantage dans la recherche de gens qui, j'allais dire, étaient susceptibles suffisamment de ce que je pourrais qualifier de conformisme politique. Et puis à ce moment-là, eh ben, on devenait magistrat. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Aujourd'hui, on est quand même dans un système qui est fondé sur un système de méritocratie où on devient magistrat parce qu'on a passé un concours qui constitue en réalité un contrôle de connaissances juridiques acquises à l'université. Donc c'est pour ça que moi j'ai toujours cru à la valeur travail et j'ai toujours cru qu'en travaillant bien et en travaillant beaucoup, tout devient possible, quel que soit le milieu ou le territoire d'où l'on vient, même si c'est vrai, ça peut être plus difficile. C'est ce que je dis moi toujours, quand je vais dans le cadre de l'association dont vous parliez tout à l'heure, la Parlons Démocratie. Quand je sors de Paris, que j'en vais dans des territoires ou dans des banlieues ou dans des territoires ruraux ou dans des petites universités, je tiens toujours ce discours-là, à savoir que, le travail effectivement rend, beaucoup de choses possibles, même si effectivement on peut avoir subi certaines inégalités. Donc moi, j'ai eu la chance d'être reçu au concours, reçu en plus en étant, bien classé, donc vous voyez, en venant d'une petite université, par la suite dans ma carrière, j'ai toujours, essayé de privilégier la mobilité avec je vais peut-être finir sur la carrière que j'ai eue parce qu'après je pense qu'il y aura peut-être des questions pour y revenir et pour expliquer un peu mon fonctionnement. Moi, j'ai une carrière en fait qui est assez, linéaire, hein. J'ai été substitut pendant 7 ans, puis j'étais procureur d'un petit tribunal pendant 2 ans, puis j'ai été procureur d'un autre petit tribunal pendant 3 ans. Je suis ensuite parti en Corse travailler à la cour d'appel de Bastia pendant 3 ans. Je suis revenu à Lyon, d'abord à la cour d'appel, puis comme premier adjoint du procureur de Lyon. Je suis ensuite parti procureur à Angers pendant 1 an. J'ai ensuite été directeur adjoint des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice pendant 3 ans, avant de partir 5 ans à Bobigny comme procureur. Puis j'ai été directeur de cabinet de 2 gardes des Sceaux différents, avant de revenir à Paris comme procureur pendant 7 ans, et puis de finir procureur général de la la Cour de cassation. En réalité, là aussi, si vous voulez, c'est des choix de carrière qui s'inscrivent dans une volonté de mobilité et dans la quête, si vous voulez, permanente de la quête de poste. Ils vont être intéressants, non pas parce que ils vont permettre de prendre un galon supplémentaire, mais qui sont intéressants par rapport à ce qu'ils représentent en termes d'enrichissement professionnel et d'acquisition de
technique professionnelle. Donc c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans un exercice de perfectionnement permanent pour effectivement toujours mieux remplir les fonctions que j'avais choisies. Voilà. Donc je pense qu'on parlera des freins après, hein. Voilà moi ce que je voulais vous dire. Je pense que le carburant, c'est ça, hein, encore une fois, c'est la valeur travail qu'on peut avoir quand on est étudiant et qu'on doit aussi garder lorsqu'on est devenu magistrat. Alors, il ne faut pas se faire du métier de magistrat, j'allais dire, quelque chose qui est hors de portée. Les magistrats, c'est des gens comme les autres, hein, qui viennent de toutes les classes sociales, qui ont connu des parcours très différenciés. Simplement, effectivement, quand on est magistrat, on exerce un métier qui comporte des tas de contraintes. C'est pas un métier où on rentre chez soi tous les jours à 18 heures. C'est pas un métier où on est tranquille tous les week-ends et tous les soirs. Donc, il y a des contraintes, mais c'est un métier qui est vraiment passionnant, qui est extraordinaire, où on est vraiment en charge des intérêts moraux professionnels des gens. C'est un métier où on garantit les libertés des autres, hein, et où effectivement, c'est un métier effectivement qui conduit. Pourquoi toujours se perfectionner? Parce que c'est un métier qui, en réalité, n'autorise pas vraiment la médiocrité. Voilà, il y a un service à rendre, un office à assumer, et il faut l'assumer le mieux possible parce que on ne peut pas trop se tromper, parce que si on se trompe, il y a de la casse, hein, c'est dangereux, mais pas pour soi, c'est dangereux pour les autres. Voilà. Donc, c'est un métier, effectivement, encore une fois, qui, je pense, vous, vous conduit à essayer de vous dépasser en permanence pour toujours vouloir donner le meilleur de soi-même. Donc, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est très passionnant et très intéressant. Et c'est un métier, moi, que je n'ai jamais regretté d'avoir choisi, quelles que soient les épreuves et les difficultés que j'ai pu rencontrer. Merci. Monsieur le procureur de la République, si vous voulez bien nous parler de votre parcours. Merci. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir invité et je suis sincèrement honoré et ravi d'être là ce soir devant vous, mesdames, messieurs, et je suis extrêmement honoré, monsieur le procureur général, de prendre la parole juste après vous. Loin de moi l'idée, je dirais, d'avoir un parcours aussi riche et aussi prestigieux que le vôtre, mais je suis sincèrement fier et honoré d'exercer la même profession que la vôtre, même si j'ai un parcours un peu différent que je vais vous relater. Moi, je suis né au Maroc, début des années 70, où je vais passer les premières années de ma vie dans un milieu extrêmement modeste, dans une ville que peut-être certains d'entre vous et certaines d'entre vous connaissent, la ville de Meknès, ville impériale, ancienne cité ismaélienne, où j'ai passé les premières années de ma vie, et je vais arriver en France par le biais du regroupement familial, parce que mon père est arrivé en France fin des années 60, début des années 70 comme ouvrier agricole, et donc j'arrive en France en 1974-1975. J'ai à l'époque 3 ans et demi, et je vais arriver à Montpellier. Mon père était ouvrier agricole dans la proximité de la ville de Montpellier, un petit village qui s'appelle Saint-Gély-du-Fesque, pour ceux qui connaissent. Et j'arrive là, je ne vais pas aller à l'école, l'école maternelle, moi je n'ai pas connu, j'y suis pas allé. Et je vais rentrer dès le CP vers 6 ans et demi, et commencer à apprendre le français. Je ne connaissais pas le français, je ne savais pas parler français à l'époque, puisque mes parents étaient marocains. Ma mère, analphabète, n'a jamais été à l'école, elle aussi dans une famille extrêmement modeste du Maroc. Mon père, lui aussi, sait à peine s'il était capable, excusez-moi l'expression, de baragouiner 2 ou 3 mots en français, ouvrier de son état. Et donc on arrive à Montpellier, dans ce quartier de la Paillade, où là, véritable choc. Quartier de la Paillade, c'est une cité qui n'a rien à envier à certaines banlieues que nous connaissons ici, notamment en région parisienne, où sont concentrées les difficultés, où sont concentrés beaucoup de problèmes, mais où rapidement je vais comprendre une chose, c'est que si je veux m'en sortir, et peut-être ma petite chance, ça a été d'avoir compris ça relativement tôt. Si je veux m'en sortir, il n'y a qu'une manière et qu'une issue possible, c'est l'école de la République. Moi, je suis un pur produit de l'école de la République, et je sais ce que je dois à l'école de la République. Donc, enseignement primaire classique, normal, le collège du quartier de la Paillade. J'arrive en 3e.
Déjà, on n'était pas très nombreux jeunes de la même condition que la mienne à arriver en classe de troisième. J'arrive en troisième. J'ai la chance de pouvoir aller au lycée, dans un lycée général, une seconde générale, bac B à l'époque, bac économique et social, et puis envie de faire du droit. Moi, j'ai fait du droit par passion, par vocation. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais adolescent, dans mon quartier, nous vivions des choses difficiles à l'époque, le racisme, les discriminations. On se rendait compte que socialement, nous étions extrêmement défavorisés, donc il fallait lutter contre tout cela. Et la vocation du militantisme va naître en moi. Je vais commencer à militer vers l'âge de 13-14 ans dans des associations de jeunes, dans des associations de quartier, pour l'égalité des droits, pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme, etc., etc. Et donc, vers 15-16 ans, je me suis dit que si je voulais vraiment pouvoir faire quelque chose, c'était les études de droit et connaître la loi. Parce que j'étais contre la violence, j'étais contre tout ce qui était contraire à la loi. Et je considérais, j'étais pas tout seul, nous étions plusieurs à le penser, à le considérer, déjà à l'époque, qu'il fallait faire bouger les choses par le militantisme, par le travail, par les associations, et c'est ce que nous avons fait. Donc les études de droit, c'est véritablement quelque chose qui m'apparaît comme étant naturel et, je dirais, viscéralement normal. Et je vais avoir la chance d'avoir des enseignants passionnants, d'y être bien, et puis surtout de m'y plaire et d'être passionné par la matière du droit. Et faire des études normales. J'étais pas un étudiant extrêmement brillant, mais j'étais un étudiant sérieux, travailleur. Effectivement, vous avez raison, monsieur le procureur général. S'il y a une chose qui paye, c'est le sérieux, le travail. Et il faut être sérieux, il faut être travailleur, il faut être motivé et parfois même travailler un peu plus que les autres, surtout lorsque on part peut-être pas avec les mêmes conditions, les mêmes chances. Travailler un peu plus et ça, je l'avais compris et je travaillais. Et je fais donc des études en droit privé, carrière judiciaire, parce que je voulais être avocat. Moi, mon but, c'était d'être avocat. Le métier de magistrat, j'y pensais pas. Sincèrement, j'y pensais pas. Ça me venait pas à l'esprit parce que j'avais ce schéma dans ma tête je dirais, de toujours être non pas dans la contestation, mais dans la revendication, d'être dans l'égalité des droits et donc dans la défense, en fait. J'étais toujours en position de défense, j'étais jamais en position d'attaque, toujours en position de défense. Donc, pour moi, le défenseur, c'était l'avocat et c'est la raison pour laquelle, dans ma tête, c'était être avocat. Je passe la maîtrise, je passe donc le DEA, c'est l'équivalent du Master 2, et tout naturellement, je passe l'examen d'avocat, le CFPA, que je vais réussir du premier coup, et ça a été pour moi vraiment un honneur. Mes parents étaient fiers. Et je vais prêter serment à la Cour d'appel de Montpellier en qualité d'avocat fin 96. Et m'inscrire au barreau de Montpellier, où je vais exercer la profession d'avocat pendant un petit peu plus de 13 ans, et où je vais aussi continuer mon activité de militant et notamment faire une chose qui me tient à cœur encore aujourd'hui et qui aura été un tournant dans ma petite carrière d'avocat. Ça a été l'affaire des testings. Nous avons commencé à Montpellier avec une association donc de lutte contre le racisme à l'époque et contre les discriminations dans laquelle je militais et dont certains des membres étaient des amis d'enfance avec lesquels je militais. Nous avions donc fait des testings. On ne connaissait pas, nous, dans les années 97-98, les testings. C'était une technique qui venait des États-Unis. On en avait entendu parler. Voilà, il fallait, je dirais, se mettre en situation. Et notamment, nous, jeunes, ici de l'immigration, nous étions victimes de discrimination à l'entrée des discothèques. Alors, vous me direz, c'est peut-être un peu futile, mais quand on a 22, 23, 24
24 ans, on a envie de s'amuser comme tous les jeunes de notre âge, et c'est normal. Et moi aussi, quand j'avais 22, 23, 24 ans, avec mes copains étudiants, j'avais envie d'aller m'amuser en boîte de nuit comme tout le monde et danser. Et sauf que 3 fois sur 4, c'était pas possible, compte tenu de mon faciès. Et donc, ça, voilà. Donc, lorsque je suis devenu avocat, avec une bande de potes, si vous me permettez l'expression, on a fait les testings, on a ensuite, avec le procureur de Montpellier de l'époque, monté des dossiers et ensuite fait citer devant le tribunal correctionnel de Montpellier les gérants de boîtes de nuit, les portiers, pour discrimination raciale. Et ça va aller jusqu'à la Cour de cassation, monsieur le procureur général, début des années 2000, avec une décision qui fera jurisprudence et qui permettra donc de faire rentrer dans le champ législatif le testing et de l'intégrer dans le code pénal. Donc ça, c'est un petit peu ma fierté. Je n'étais pas tout seul, bien évidemment, hein. Nous étions toute une bande je dirais, de militants à l'époque. Et là, va véritablement, à ce moment-là, je dirais, commencer je vais commencer à avoir une vision différente de la mission, de la profession. Je commençais à me dire que avocat c'est bien, parce que quand vous êtes avocat, vous défendez un intérêt particulier. Et j'ai eu l'honneur et la chance, quand j'étais avocat, d'avoir de beaux dossiers, d'avoir défendu de belles causes, d'avoir défendu des clients avec lesquels vraiment nous avons beaucoup travaillé et surtout nous avons fait bouger des choses. J'ai aussi, par exemple, été dans le dossier des attentats du 11 septembre. Donc ça aussi, quand on est jeune avocat, 11 septembre 2001, les tours jumelles, donc avec un avocat montpelliérain, on défendait un Narbonnais qui s'appelle Zacharias Moussaoui, qui était le 20e homme des attentats, qui lui, au moment des attentats, n'était pas dans les avions, puisqu'il avait été interpellé avant et emprisonné parce qu'il était en situation irrégulière à ce moment-là sur le territoire américain. Et donc on a été ses avocats avec un avocat de Montpellier, plus les avocats américains. Donc voilà, quand on est avocat, c'est aussi quelque chose de passionnant. Mais il y avait un côté qui me frustrait un peu, et le terme est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas qui me laissait dans ma faim, c'est que quand vous êtes avocat, vous êtes au service d'un intérêt privé, au service d'un intérêt particulier. Et germait en moi l'envie de servir l'intérêt général. Et ça va me motiver pour réfléchir et pour véritablement avoir envie de devenir magistrat. Et à ce moment-là, je vais commencer à réfléchir. Et puis, j'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens extraordinaires, des magistrats extraordinaires, notamment à la Cour d'appel de Montpellier à l'époque, un avocat général dont je me souviens très très bien encore, Michel Legrand. Je ne sais pas si vous l'avez connu, monsieur le procureur général, Michel Legrand, qui est aujourd'hui à la retraite, avec qui je vais beaucoup échanger et qui va me dire, mais vous aussi, maître Grigny, vous pouvez devenir magistrat. Pourquoi est-ce que vous vous freinez? Pourquoi est-ce que vous mettez des bâtons dans les roues? Mais monsieur l'avocat général, vous savez, moi, magistrat, bon, je suis avocat, c'est bien, mais magistrat, même pas en rêve. Il me dit, si, vous pouvez. Et il me dit, vous êtes avocat depuis maintenant pas mal d'années, vous pouvez solliciter une intégration et la manière dont vous exercez, la manière dont vous êtes, je dirais, perçu par les collègues, et vous êtes plutôt quelqu'un de très apprécié. Donc je pense que ça peut le faire, ça peut marcher. Et donc je vais solliciter mon intégration dans la magistrature, et je vais avoir là aussi l'honneur et la chance d'être intégré dans la magistrature en 2009. Et donc, je vais quitter le barreau de Montpellier en 2009 pour suivre le cursus d'intégration dans la magistrature, article 22, sans faire l'ENM, mais en faisant des stages, notamment un stage de 6 mois, un stage probatoire qui est très difficile. Je m'en souviens, c'était très difficile parce qu'il fallait vraiment changer de registre dans sa tête et de paramètres. C'est vraiment changer de logiciel, mais ça l'a fait. Et ensuite, j'intègre la magistrature, et en 2010, je suis nommé substitut du procureur à Bobigny. Vous veniez de partir, monsieur le procureur général, et madame Moisson était procureur à l'époque à Bobigny, et exercer des fonctions de substitut où, sincèrement, je vais véritablement m'épanouir. Et je vais exercer des fonctions qui vont m'enthousiasmer,
vraiment prendre beaucoup de plaisir à être substitut parce que nous sommes au service de l'intérêt général, parce que nous exerçons l'action publique, parce que nous dirigeons la police judiciaire, parce que nous avons une mission qui est essentielle pour la sérénité et le bien-être de nos concitoyens, parce que nous sommes là aussi pour mettre hors d'état de nuire des délinquants, pour en tout cas les faire interpeller, les faire juger et ensuite condamner, pour que justice soit rendue. Donc c'est une belle mission. Et puis c'était aussi en adéquation avec tout ce que j'avais pu faire et découvrir lorsque j'étais avocat. Et puis j'aime le débat judiciaire, j'aime l'oralité des débats, j'aime l'audience, et donc je vais véritablement m'y plaire et m'y épanouir, et donc me rendre compte que j'aurais dû faire ça peut-être un peu plus tôt, mais j'avais pas osé. Vous voyez, j'avais pas osé parce que dans mon esprit, c'était pas pour moi, magistrat. Déjà, il fallait que je sois content d'être avocat. Il fallait même pas, je dirais, rêver ni espérer d'être magistrat. Mais bon, comme quoi, il faut pas se mettre des freins. Au contraire, il faut croire. Et je me suis toujours dit que quand on veut, on peut. Voilà. C'est peut-être pas facile. C'est certainement même difficile, mais voilà, il faut y croire et il faut avancer. Ensuite, après avoir été substitut pendant 2 ans et demi à Bobigny, étant de Montpellier, je vais me rapprocher de ma famille puisque mon épouse et mes enfants étaient restés à Montpellier. Moi, je faisais l'aller-retour en TGV toutes les fins de semaine. Donc ça aussi, vous voyez, la motivation qu'il faut pour... voilà, je laisse ma maison de Montpellier, je me retrouve dans un petit studio dans Paris. Mais c'était le prix à payer, mais c'était aucun regret. Et ensuite, je suis nommé sur un poste de substitut placé auprès du procureur général près la cour d'appel de Nîmes, où je vais rester 5 ans, parce que là aussi, la fonction de placé me plaît beaucoup. La fonction de placé, vous tournez dans le ressort d'une cour d'appel. La cour d'appel de Nîmes, c'est donc bien sûr le tribunal de Nîmes, mais c'est Avignon, c'est Carpentras, c'est Privas, c'est Mende, c'est Alès. Et je vais, pendant ces 5 ans, tourner dans tout le ressort, découvrir des parquets différents, découvrir des procureurs différents dans leur manière d'être, dans leur manière de travailler, et surtout beaucoup, beaucoup apprendre. Et ensuite, dans le cadre de mon avancement, je vais être proposé, nommé, et là aussi, très grande fierté pour moi, vraiment un grand honneur d'être proposé, nommé sur le poste de procureur de la République de Roanne, où je vais rester 5 ans, et où je vais découvrir des fonctions de procureur de la République qui vont sincèrement aussi me plaire et m'enthousiasmer, au point que j'ai voulu embrayer sur un 2e poste de procureur, et je suis arrivé à Alès comme procureur il y a 6 mois maintenant, en janvier. Et à Roanne, je vais gérer une affaire un peu particulière que peut-être certains d'entre vous, et j'en finirai par là, peut-être que certains d'entre vous ont vu, notamment à l'époque à la télévision, où pour moi ça aura véritablement tout un sens. C'est cette affaire de ce père de famille qui s'était fait justice lui-même à la suite d'une agression dont avait été victime sa petite fillette de 6 ans en pleine nuit, alors qu'elle dormait dans sa chambre à Roanne, par un jeune mineur non accompagné, un MENA de 16 ans, qui s'était introduit au domicile vers 2-3 heures du matin. Le père de famille était à l'extérieur, la maman était toute seule avec sa fillette de 6 ans et un petit bébé dans les bras. Ce jeune homme va agresser sexuellement cette petite fille alors qu'elle dort, et le lendemain, le père de famille retrouvera l'agresseur de sa petite fillette et commettra sur lui des violences à l'aide de plusieurs de ses amis, dans des conditions qui bien sûr étaient inadmissibles, mais quand bien même on pouvait comprendre l'émotion et la colère de ce père de famille. Et cette affaire, elle aura pour particularité je dirais, d'avoir un retentissement médiatique assez important, parce qu'elle posait un véritable problème de société. Peut-on se faire justice soi-même? Voilà. Surtout lorsque vous aviez des médias, lorsque vous aviez des personnalités, voire même certains politiques, qui tenaient le discours suivant: la justice étant laxiste, la justice étant défaillante, donc on peut, dans certaines situations, être en droit de se faire justice soi-même.
Après avoir géré l'affaire d'agression sexuelle en priorité, puisque effectivement pour moi la priorité c'était de gérer l'affaire d'agression sexuelle, j'ai demandé à ce que ce père de famille soit entendu et une procédure était ouverte pour des violences aggravées. Et je considérais que dans un état de droit, on ne pouvait pas se faire justice soi-même et qu'il fallait que ce père de famille en réponde devant la justice. Ça m'a valu des critiques, ça m'a valu des injures à caractère raciste, notamment sur les réseaux sociaux. Mais comment ça, monsieur le procureur, vous poursuivez un honnête père de famille qui n'a fait que défendre sa fille, vous défendez les clandestins, vous défendez les sans-papiers, vous êtes pour les violeurs, etc. etc. Et je vous passe le reste. J'ai pas hésité à aller sur les plateaux télé pour rappeler que dans un état de droit, on ne devait pas se faire justice soi-même, que la légitime défense était encadrée par la loi et qu'en l'espèce, il n'y avait pas de légitime défense parce que nous étions 24 heures après la commission des faits et que, bien évidemment, le caractère d'immédiateté n'était pas là et qu'on ne pouvait pas retenir la légitime défense parce que c'était aussi ce que disaient certaines personnes. Et j'ai été fier quand bien même ça m'a beaucoup affecté, j'ai été fier d'avoir pu le dire, vraiment de manière solennelle, de manière officielle. Moi, petit-fils d'immigrés, né de l'autre côté de la Méditerranée, petit-fils d'ouvriers, de défendre un peu l'état de droit, de défendre la République face à certains qui tenaient des propos contre notre société, contre notre état de droit. Et moi, je trouvais et je considérais qu'il fallait que je le fasse. Voilà. Moi, je tiens à vous dire qu'il ne faut pas se brider. Il faut croire en soi. Il faut se dire que dans la vie, tout est possible. Voyez-vous, parfois, moi, je me pose la question... qu'est-ce que je serais devenu si mon père n'était pas venu en France et si moi, par le biais du groupement familial, j'étais pas venu en France? J'aurais grandi au Maroc, ça c'est sûr. Est-ce que j'aurais été avocat? Est-ce que j'aurais été procureur là-bas? J'en sais rien. Peut-être pas, parce que c'est plus difficile, surtout que ma famille au Maroc est de conditions très 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 modestes. Mais la beauté de la France, c'est ça. C'est qu'on peut être né à l'étranger, on peut avoir une condition très modeste et avoir une vie épanouie, avoir une vie vraiment enthousiasmante et pouvoir se réaliser, pouvoir réaliser ses rêves. Et c'est ce que moi j'ai fait, j'en suis sincèrement ravi. Et j'aime la France pour ça, vous voyez. J'aime la France pour ça. Et la beauté de la France, la beauté de la République, c'est de permettre justement à toutes les personnes qui s'en donnent les moyens, à toutes les personnes qui le veuillent, surtout en cette période un peu trouble, de pouvoir s'épanouir, de pouvoir se réaliser et de pouvoir trouver une place honorable et travailler pour le bien de notre pays qu'est la France. Voilà ce que je voulais vous dire s'agissant de mon parcours. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage, monsieur le directeur adjoint. Bonsoir. Pas évidemment. Et là, ça fonctionne. Bonsoir à toutes et tous et merci et bravo à l'association Horizon Magistrature d'être à l'origine de cet échange et d'être à l'origine d'une démarche que, vous l'avez compris, la direction de l'école soutient parce que elle promeut d'une part une forme de, je mets ça entre guillemets, démocratisation de la magistrature et elle travaille aussi à l'égalité des chances. Et c'est vrai que je bénéficie dans le cadre de tout ce qu'on met en place à l'école pour favoriser la diversité des recrutements et l'égalité des chances dans l'accès à la magistrature, du concours précieux des membres nombreux, et c'est très bien, de cette association que, encore une fois, je salue et remercie. Alors, je vais être extrêmement rapide sur mon parcours. Deux choses que je puis vous dire. La première, c'est que jusqu'au bac, et plutôt à la fin de la terminale, j'étais un mauvais élève. Je passais à chaque fois ric et rac d'une classe sur l'autre. Et que, deuxième chose, jamais il ne m'est passé par la tête de devenir magistrat jusqu'au jour où, là je fais un bond en avant,
Je suis diplômé de Sciences Po. J'ai fait du droit, mais dans des circonstances qui sont les suivantes à l'époque. La première année de Sciences Po, c'était en 3 ans de Sciences Po. La première année de Sciences Po était dite année préparatoire. Et il y avait une sélection très importante en fin de première année pour passer en seconde. De sorte que lorsqu'on arrivait en première année, on nous incitait très fortement à s'inscrire soit en université de droit, soit en université d'économie ou d'histoire, pour une forme de double cursus qui nous permette, avec des cours communs, qui comptaient en termes d'évaluation, la possibilité donc à la fin de la première année de Sciences Po, si on échouait, d'avoir au moins une première année après le bac, droit, histoire, etc., etc. Et donc je fais ce cursus-là. Jamais je ne veux, ni ne pense, ni ne songe, n'imagine être magistrat. Je m'oriente plutôt sur d'autres concours de la fonction publique, parce que j'adore le droit public, j'adore l'économie, je déteste le droit privé. Et un jour, dans l'établissement où je me trouvais, il y a un garçon qui vient coller une affiche, poser une affiche dans un espace qui était réservé à cela, sur l'École nationale de la magistrature, dont j'avais jamais entendu parler, alors que j'ai fait toutes mes études à Bordeaux, y compris à la fac de droit, bien sûr. Et j'échange avec lui, et là naît mon intérêt pour cette école et ce concours, que je tente une première fois la fleur au fusil, et de la même manière qu'on ne gagne pas la guerre, la fleur au fusil, eh bien, on ne gagne pas un concours, la fleur au fusil. Et je retente une deuxième fois, après avoir réussi d'autres concours. Donc, je suis relativement à l'aise sur le fait que si ça marche pas, ben, j'ai quand même quelque chose. Et je réussis la deuxième fois en préparant tout seul. Parce que il va être question de freins, mais je vous les annonce tout de suite. Moi, mes freins, c'était que je détestais le droit privé. Or, c'était les matières dominantes au concours. Deuxième frein, dans mon environnement universitaire, on me déconseillait très fortement de passer ce concours. Parce que on avait une image, à l'époque, j'allais dire déjà, un peu misérabiliste de la magistrature judiciaire par rapport à d'autres corps de la fonction publique. Et enfin, toujours dans la même veine, on disait, mais si tu vas là-dedans, tu vas gagner une misère et tu vas travailler comme un fou. Bon. Cela étant, l'argent n'était pas mon moteur. Ce qui m'a vraiment convaincu d'aller vers ce métier, c'est les responsabilités qu'on y exerce, le sens qu'on donne à l'exercice de sa profession, en particulier en juridiction, mais aussi ailleurs. Parce que la troisième chose qui m'a convaincu de passer ce concours, c'est que quand vous rentrez dans la magistrature, en réalité, vous vous ouvrez un nombre incalculable de portes en dehors des juridictions. Et si je suis ici d'ailleurs, c'est aussi pour ça, parce que j'exerce pas la profession de magistrat stricto sensu à ma place. C'est pour m'enrichir en réalité d'expériences autres, même si non dénuées de lien avec les juridictions. Mais mon parcours est très varié. J'ai été substitut, j'ai été juge d'instruction, j'ai été juge aux affaires familiales, j'ai été juge des libertés de la détention, j'ai été juge des référés, j'ai été juge des contentieux, enfin, d'instance, on disait à l'époque, etc. J'ai un peu touché à tout, justement par souhait d'enrichir mon expérience et ma connaissance de l'institution judiciaire et des métiers de la justice. Tout ça pour vous dire que j'ai préparé seul, puisque la seule institution qui pouvait me préparer ne préparait pas à cela, et que je rejoins tout ce qui a été dit, ça a été un gros moment de gros travail, avec beaucoup de persévérance et une forme je vais pas dire comment dirais-je, d'ascétisme ou autre, mais voilà, c'est une forme de marathon quand même, qui demande beaucoup d'engagement, de persévérance, voilà. Ce que je veux vous dire par ailleurs, c'est
que à l'heure d'aujourd'hui, où fleurissent à longueur de temps, via les réseaux sociaux, des communications que je ne suis pas loin de qualifier de publicité mensongère, mais ça n'engage que moi, de la part d'institutions privées qui vantent leur réussite à la préparation au concours et qui vendent surtout leur programme de préparation assez cher. À mon époque, les instituts d'études judiciaires marchaient très bien. Aujourd'hui, ils marchent toujours très bien. Moi, les statistiques que j'ai en tant que directeur adjoint de l'école à l'entrée premier concours, deuxième aussi et troisième également, c'est que il y a encore une grosse proportion de lauréats du premier concours qui viennent d'instituts d'études judiciaires. Et pas uniquement ceux de Paris. Bordeaux aussi, Aix-en-Provence aussi, voilà, ça reste de bonne préparation, sachant que c'est pas la préparation qui passe le concours à votre place. C'est d'abord et avant tout un travail personnel. Euh, Ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est vrai que j'entends régulièrement dire que si on veut réussir le concours, il faut passer par une prépa privée. Statistiquement, ça n'est pas vrai. Voilà. Et la deuxième chose que je souhaite vous dire à ce propos de la préparation du concours, c'est que nous mettons en œuvre depuis 2008 des systèmes de préparation dite égalité des chances qui sont intégrés à l'École nationale de la magistrature. Elle s'appelait autrefois les classes prépa intégrées, elle s'appelle aujourd'hui classe prépa talent parce que c'est un label qui permet trois choses. La première, c'est d'avoir des bourses talents qui sont versées par l'État, en plus de la bourse de l'enseignement supérieur. La deuxième, c'est un accompagnement avec du tutorat qui, en général, est réalisé par des magistrats. Donc ça permet d'avoir des échanges tout au long de la préparation avec des magistrats qui viennent soutenir les élèves en préparation. La troisième chose, c'est, si on a suivi le cursus de préparation correctement avec assiduité, le bénéfice d'un diplôme qui est délivré par l'École nationale de la magistrature. Alors c'est un diplôme d'établissement, hein, c'est pas un diplôme universitaire. On n'est pas en mesure de le faire à l'École nationale de la magistrature, mais ça permet, en cas d'échec, et il y en a, bien sûr, malgré les réussites récentes plutôt à la hausse sur ces préparations, ça permet ensuite de pouvoir être plus facilement éligible à des postes que l'on voit de plus en plus dans les juridictions, qui sont des postes d'assistant de justice, donc c'est 2 jours à peu près par semaine, et c'est rémunéré à travailler auprès des magistrats, ou juriste assistant, où là ce sont des contrats à plein temps pour là aussi épauler les magistrates et magistrats en juridiction. Dernière chose que je voulais vous dire, vous êtes manifestement, sauf si je me trompe, toutes et tous assez jeunes. Donc probablement êtes-vous prioritairement intéressés par le premier concours d'accès à la magistrature qui est très sélectif, qui est celui qui recueille le plus de candidats, qui certes, encore aujourd'hui, est celui pour lequel le ministère ouvre le plus de places, mais voilà. Monsieur le procureur, dans son propos, vous a montré, vous a indiqué qu'il est possible d'accéder à la magistrature par d'autres voies que le concours. Il y a les intégrations directes, sans concours, et il y a la filière effectivement juriste assistant. Au bout de 3 ans d'exercice comme juriste assistant, vous avez une possibilité d'intégration directe dans la magistrature avec un parcours de formation qui soit correspond à l'intégralité du cursus, c'est-à-dire de la formation suivie par les élèves magistrats dits auditeurs de justice, c'est-à-dire 31 mois, mais la possibilité aussi d'avoir une scolarité réduite de moitié. Ce que je veux vous dire, c'est que tout cela va changer demain, c'est-à-dire en 2025. Demain, en 2025, la voie que vous avez empruntée, monsieur le procureur, n'existera plus, ou plus exactement, elle existera sous une autre forme, qu'on va appeler concours, qui s'appelle concours, parce que c'est la loi qui a prévu que ça s'appelait concours, mais un concours dit professionnel, réservé donc à celles et ceux qui ont
un exercice professionnel antérieur, avec à la clé une formation de 12 mois et une sélection qui se fera, bon, alors, sous réserve de l'appréciation du Conseil d'État, parce que le Conseil d'État est en train d'examiner le texte, une sélection qui se fera essentiellement sur un oral de contrôle des connaissances juridiques. L'épreuve écrite, en l'état actuel des choses, elle est envisagée comme étant premièrement unique, une seule épreuve, et pas les 5 épreuves qu'il y a au premier concours pour les épreuves d'admissibilité. Et il s'agira d'une note de synthèse pour apprécier les capacités de synthèse des candidates et candidats, sachant que cette capacité de synthèse est quand même une compétence que l'on attend de tout magistrat, quelle que soit la fonction dans laquelle il exerce. Donc, si la magistrature est un métier qui vous intéresse, euh, ayez une vision la plus large possible et non pas uniquement concentrée, ciblée sur le premier concours. Ce d'autant que, et là c'est vraiment sous réserve les plus expresses par rapport à l'avenir qui nous attend, mais on ne sait pas exactement si cela va se concrétiser ou pas, sous réserve évidemment des choix faits par le ministère de la Justice. La logique, c'est que on recrute plus demain de personnes qui ont une expérience professionnelle antérieure que par concours. Et même au sein des concours, le premier concours, en termes de nombre de places offertes, à partir de 2025-2026 et les années suivantes, devrait revenir à des proportions qu'on a connues dans les années 2010, avec des promos enfin, un premier concours avec peut-être 150 places, au bénéfice de ce concours professionnel et du nouveau troisième concours aussi, dont les conditions pour y prétendre vont être assouplies et dont le nombre de places que le ministère pourra ouvrir au titre de ce troisième concours vont être multipliés quasiment par 10 par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a à peu près une quinzaine de places qui sont offertes au troisième concours. Eh bien, demain, on sera plutôt à 100-150 potentiellement. Voilà, donc ayez cette vision large, mais je terminerai là-dessus, et je pense que ça sera le fil rouge peut-être, ou ce sur quoi nous convergerons. Comme disait l'autre, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et effectivement, si on a vraiment envie d'avoir la possibilité d'exercer ce métier de magistrat, eh bien, en s'en donnant les moyens et en ne s'arrêtant pas au premier échec, eh ben, on peut y arriver. Et c'est évidemment ce que je vous souhaite si ça vous intéresse. Merci à vous. Merci, monsieur le directeur adjoint. J'en profite pour me remercier personnellement pour ce que vous faites pour l'égalité des chances, parce que je suis moi-même issu de la classe prépa talent de Lyon et je peux témoigner que ça a été vraiment une chance. Et sans ce... Oui, la prépa talent de Lyon existe depuis seulement 2 ans et sans ce dispositif, je pense que je ne serais pas là. Donc, véritablement, ça a été une chance, je peux en témoigner. Madame la Contrôleure. Oui. Je pense que vous serez magistrat, chacun vous le ressentirez souvent pendant votre carrière, puisque quand j'écoute les parcours professionnels et personnels de mes collègues, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'ils ont traversé. Voilà, c'est un propos, on va dire, liminaire pour vous expliquer un petit peu quel est mon parcours. J'ai vécu jusqu'à mes 25 ans dans le 93, jusqu'à mes 15-16 ans à Aulnay-sous-Bois, et puis après à Villemomble. Je ne sais pas si vous connaissez le 93, mais voilà, c'est un endroit où il y a beaucoup de mixité. J'ai été donc scolarisée dans le public toute ma vie. J'ai pas de personne dans mon entourage qui était dans le droit. Je connaissais absolument pas le droit avant d'entrer à l'université. Par contre, j'avais
lu des ouvrages de juges des enfants à Bobigny qui avaient pu écrire sur leur travail, sur les audiences qu'ils avaient pu tenir, donc des témoignages, on va dire. Et puis j'avais aussi, j'étais tombée pendant mes années de lycée sur, c'est très basique, le contrat social de Rousseau, et ça m'avait ça m'avait estomaqué. Je m'étais dit, je crois que je veux travailler dans la justice, c'est quelque chose qui a du sens pour moi, mais je ne savais pas du tout ce que c'était que ces métiers. J'ai fait d'abord une prépa Hippocagne, c'est une prépa lettres. Alors je venais d'un bac S à la base, puisqu'on m'avait toujours dit, bah, il faut faire un bac S. Ce que j'avais fait, alors j'étais pas forcément fan de maths. J'ai même fait une spé maths au bac et j'ai eu 7 pour dire à quel point j'étais quand même brillante dans cette matière. Mais j'ai quand même eu mon bac et puis j'ai fait cette prépa Hippocagne puisque j'avais quand même des bonnes notes en lettres. Et passé cette prépa, j'ai intégré l'université à Paris. Et j'ai fait 5 ans d'université à Paris en droit privé, puisque moi j'aimais beaucoup le droit privé pour le coup. Particulièrement, et particulièrement j'ai fait du droit pénal. Je me suis spécialisée à chaque fois que je pouvais, je prenais du droit pénal. Et donc j'ai fait un master 2 en droit pénal, en droit comparé. J'ai adoré à chaque fois toutes les matières que j'apprenais, alors sauf du droit public parce que pour le coup j'aimais pas du tout cette matière. Mais j'ai adoré les matières que j'apprenais au fil des années. Je crois que j'étais assez passionnée de droit, mais par contre je faisais globalement le minimum à l'université, dans le sens où je révisais comme il fallait réviser, mais j'en faisais pas forcément plus. Parce que je savais pas trop ce que je voulais faire après, que quand je suis rentrée à l'université, je voulais être procureure de la République. Je savais pas ce que c'était, mais je me disais être avocat de la société, ça a l'air quand même chouette. Voilà, c'était un peu l'image que j'en avais. Et puis quand je suis arrivée, on m'a dit non, l'ENM, c'est inatteignable. En tout cas, pas pour toi. Moi, j'avais beaucoup de trajets pour aller dans mon université. Je pense que je faisais 1 heure et demie de route le matin, 1 heure et demie le soir. C'était pas quelque chose que je pouvais envisager. Et puis, donc, je m'étais dit qu'il y aurait sûrement d'autres chemins qui pourraient s'ouvrir à moi après le Master 2. Et je suis allée dans un Master 2 où plusieurs personnes m'ont motivée à présenter l'ENM et à le préparer. Et puis, j'ai rencontré aussi des magistrats puisque pendant toutes mes études, je travaillais l'été, alors j'ai pu faire les vendanges, j'étais juriste juriste qui s'apparentait plutôt à être secrétaire dans des petites entreprises où au moins ça me permettait quand même de gagner de l'argent l'été. Et puis j'ai été pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans, assistante de justice à la Cour d'appel de Paris. Donc j'étais avec 2 magistrates qui faisaient pas du tout d'audience, il y avait une magistrate du siège qui était secrétaire générale auprès du président du tribunal et puis, enfin pardon, du premier président de la cour d'appel. Et puis j'étais avec une avocate générale, donc quelqu'un qui était aussi procureur, donc les deux côtés du parquet, et qui était spécialisée, enfin déléguée à l'accès au droit et à la politique associative. Donc on était en lien avec toutes les associations et puis avec l'accès au droit, les CDAD, etc. Et en fait, elles ont été un peu des modèles. Je me disais que c'était des femmes qui avaient beaucoup de caractère, qui étaient très engagées, qui étaient passionnées dans ce qu'elles faisaient, qui avaient à cœur de défendre ce qu'elles avaient à défendre. Et elles m'ont aussi encouragée du coup à passer l'ENM. J'ai candidaté, c'était la première année que Sciences Po Paris proposait une prépa. Donc j'ai candidaté et j'ai été prise pour cette première année de prépa à laquelle je suis pas forcément allée très très souvent à cette prépa parce que c'était extrêmement stressant. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient énormément.
ça mettait énormément de pression. Je me disais que j'étais absolument pas au niveau, que j'allais pas du tout y arriver. En plus, globalement, j'avais eu des notes correctes pendant toute ma scolarité, mais c'était pas non plus transcendant. J'avais 13, 14 de moyenne, 13, voilà, 13 et demi. Et puis, ça me faisait peur. Et je me disais, je vais jamais y arriver, mais je le fais parce qu'on m'a encouragée, parce que je veux essayer et que finalement, j'ai rien à perdre, sauf peut-être 1 an, effectivement, d'études. Et puis, j'ai eu l'ENM. Alors, j'ai eu beaucoup de chance, je pense, sur des sujets qui sont tombés, que j'avais bien révisés. Mais j'ai tout le temps eu très peur de me lancer. J'avais peur de pas y arriver, de pas être au niveau. Et je me suis rendu compte à quel point le fait de ne pas essayer nous limitait, à quel point en fait on se fermait des portes tout seul. Et en fait, on n'a rien à perdre. Alors, on n'est même pas obligé d'en parler autour de soi, hein, si on a de la fierté et qu'on veut pas dire aux autres, bah oui, j'ai raté l'ENM ou j'ai raté tel concours. À la limite, ça nous appartient, mais qu'au moins on se ferme pas les portes des concours, parce qu'en fait, on peut y arriver sur un malentendu, hein, ou avec beaucoup de travail. Voilà. Dans tout état de cause, c'est pas qu'un malentendu, c'est certain. Mais en tout cas, il peut aussi y avoir des moments où on a de la chance. Et quand on est passionné, je pense qu'il ne faut pas s'interdire d'aller vers quand on croit à quelque chose, il faut y aller, en tout cas. Voilà, donc après, j'ai fait l'ENM. J'ai quitté du coup ma banlieue parisienne pour découvrir Bordeaux. Puis, j'ai été auditrice à Lille. Et puis, j'ai choisi la fonction de juge placé, c'est-à-dire que je remplaçais les collègues absents dans toutes les fonctions du siège. Et j'ai adoré ces fonctions. Ça a été passionnant. Et j'avais particulièrement aimé les fonctions de juge des enfants, que j'ai donc choisi après 3 ans de fonction en tant que juge placé. Et j'ai été juge des enfants pendant 4 ans à Lyon. C'était extrêmement riche. Après, le métier de magistrat, effectivement, c'est un métier qui est extrêmement passionnant. Il faut le faire, je pense, par passion. Mais c'est extrêmement difficile aussi. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup, comme a pu dire tous les collègues que vous avez entendus ont pu en témoigner. Il faut pas avoir peur, voilà, de faire des grosses journées. Et en même temps, c'est extrêmement... je crois qu'il y a pas un métier, enfin en tout cas de mon côté, mais parce que je suis aussi magistrat, mais pas plus intéressant, où vous rencontrez les gens réellement, vous vous intéressez aux gens et vous avez à trancher des choses qui sont pas simples, que eux-mêmes parfois n'arrivent pas à trancher, ou des décisions qu'ils n'arrivent pas à prendre également parce que c'est trop dur. Mais en fait, on est au cœur de la société. Et c'est ça qui est effectivement très passionnant et qui est aussi à la fois très très dur. Mais on est souvent entouré de personnes extrêmement compétentes qui vont nous aider à prendre des décisions. Voilà en ce qui concerne mon témoignage. Merci beaucoup. Monsieur Lenné doit s'absenter. Mais j'ai demandé à Monsieur Boyal de la soirée de ne pas hésiter à vous laisser mon adresse mail si jamais vous avez des questions sur notamment l'évolution des voies de recrutement qui est en cours et soumis, je le redis, à l'examen du Conseil d'État. Je répondrai avec plaisir sur les préparations au concours. Vraiment, sentez-vous parfaitement libre à poser des questions par mail. Bon courage à vous en tout cas. Merci beaucoup. Pour poursuivre, je vous propose qu'on passe à un temps de questions-réponses, si ça vous convient. On est un peu limité en temps parce que le NM Paris va ensuite mettre une alarme qui fait qu'on ne va pas pouvoir sortir du bâtiment. Donc voilà, je vous propose qu'on passe directement à un temps de questions-réponses et pour compléter tout ce que vous avez dit, qui était déjà très, très enrichissant. Merci. N'hésitez pas, surtout. On va juste vous laisser parler dans le micro. Merci.
Bonsoir à tous et merci beaucoup voilà, pour votre accueil. Je voulais savoir si pendant vos études, vous avez été confronté à la question des jobs étudiants ou tout simplement du financement de vos études. Voilà. Alors, je vais commencer par répondre à cette question. Alors de mon côté, je vivais chez mes parents, donc j'avais pas à payer de logement et c'est pour ça d'ailleurs que je faisais beaucoup de routes en RER parce que la fac était dans Paris et moi j'étais à Villemomble, donc c'était assez difficile d'accès et je travaillais l'été. Mais je travaillais en tant qu'assistante de justice, mais plutôt après la licence du coup. Mais les 3 premières années, je travaillais pas, sauf l'été. Et c'est mes parents qui, du coup, moi, finançaient mon logement et la nourriture que je consommais. Après, je prenais, par exemple, de la nourriture à emporter de chez moi le midi pour pas que ça me coûte les sandwichs ou les choses comme ça. Et par contre, ce qui a été compliqué, c'est quand je suis rentrée à la prépa de Sciences Po, puisque c'était une prépa qui était payante. Et là, c'est mes parents qui me l'ont payé et je leur ai remboursé ça plus tard quand je travaillais, du coup, quand j'ai eu le NM. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas d'un milieu défavorisé. Bon, par contre, je travaillais chaque été, donc je faisais les fruits et les vendanges. Et puis, j'ai eu une situation personnelle, en réalité, qui a été pour beaucoup en termes de ressources internes et de motivation. C'est pas comme aujourd'hui, on se mariait beaucoup plus jeune à l'époque. Moi, je me suis marié à 22 ans, en fin de troisième année, et 1 an après, on avait notre premier enfant. Donc, mon épouse était en droit avec moi, donc elle aussi, elle travaillait pour gagner un peu d'argent. Elle faisait un stage de greffier. Et moi, en réalité, c'est ça qui a été une forte ressource, c'est que avec le poids des responsabilités, j'étais entre guillemets condamné à réussir. Et ça, c'est une sacrée motivation. Quand on sait effectivement qu'on a une charge de famille, on met tous les atouts de son côté. Effectivement, c'est ça qui m'a certainement beaucoup soutenu. Et effectivement motivé pour la somme de travail que j'ai fournie à l'époque. Me concernant, moi aussi j'ai beaucoup travaillé quand j'étais lycéen. Moi j'ai commencé à travailler, j'avais 15-16 ans, sur les marchés, dans les étals, porter les cajots de fruits et légumes à 4h, 5h du matin. Je faisais les vendanges, moi aussi. Après, j'ai tout fait, hein. J'ai fait le manœuvre dans les chantiers. Pendant les vacances scolaires, les vacances universitaires, je travaillais aussi. J'ai passé le BAFA, le brevet d'aptitude à la fonction d'animateur. Donc, je travaillais dans les écoles. Notamment, je faisais des études surveillées le soir. Je m'occupais des enfants, des élèves pour les aider à faire leurs devoirs. Entre midi et 2 aussi, je travaillais dans les cantines. Dans les écoles primaires, donc ce qui me permettait d'avoir un repas. Nous, nous étions une famille de 6 enfants. Mes parents, mon père était le seul à travailler, c'était un smicard, était ouvrier. Donc j'étais obligé de travailler pour aider. Moi aussi, j'ai eu la chance d'être à Montpellier, donc j'avais la fac de Montpellier qui était pas loin. Je prenais le bus. Je vivais chez mes parents. Moi, j'ai quitté le domicile familial, j'avais 24 ans quand j'ai eu mon diplôme d'avocat. J'ai commencé à gagner ma vie correctement. Je me suis marié moi aussi, j'avais 24-25 ans. Donc moi j'étais condamné, je dirais, à travailler et à réussir parce qu'il fallait aussi que j'aide mes parents, j'aide mon père. Mon père gagnait à peine pour nous nourrir, payer le loyer, et puis il fallait aussi qu'on puisse, je dirais, avoir un peu d'à côté de bons moments. Voilà. Et ça vous renforce. C'est pas de la perte de temps. C'est pas parce qu'on travaille qu'on perd son temps et que c'est du temps en moins consacré aux études. Au contraire, ça peut même vous donner de la détermination. Ça peut même vous donner une certaine pugnacité parce que vous voyez que il faut cravacher, il faut travailler, c'est dur et on a envie encore plus de réussir. Et moi, c'est sincèrement ce qui m'a motivé aussi à faire des études et à réussir mes études de droit et à devenir avocat. C'est parce que quand je voyais ce que c'était que la réalité du travail, quand je voyais mon père rentrer le soir complètement
complètement effondré de fatigue parce qu'il avait passé la journée sous le soleil ou sous la pluie à travailler en tant qu'ouvrier, ben, ça me renforçait encore plus dans ma détermination. Donc voilà, c'est pas quelque chose de péjoratif, au contraire. Et ça permet de cumuler des trimestres. Moi, avant de commencer à travailler comme avocat, j'ai cumulé 16 trimestres, vous voyez, c'est 4 ans de retraite, donc c'est déjà pas mal. Voilà, donc il faut pas le prendre comme du temps perdu, comme je dirais du temps en moins pour les études, pour la préparation des examens. Au contraire, c'est un plus. Bonjour, merci pour cette conférence. Tout à l'heure, vous parliez tous à peu près de la légitimité et de se sentir, entre guillemets, en capacité de passer le concours. Quel conseil ou qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui ont tenté à plusieurs reprises le concours et ayant échoué aux oraux en premier concours, donc, on va dire en sortie d'études, par rapport à cette question de la légitimité qui peut être encore plus importante du fait de plusieurs échecs? Moi, j'ai connu quand j'étais procureur Paris, puis après quand j'étais au CSM, des gens qui sont devenus magistrats après avoir échoué au premier concours plusieurs fois, mais dont la motivation était tellement forte qu'en réalité, ils ont patienté, ils ont eu une activité professionnelle et ils sont arrivés à revenir après par la voie de l'intégration dans le cadre du recrutement qui aujourd'hui n'existe plus avec la nouvelle loi organique. Donc c'est quelque chose qui est possible. Encore une fois, alors tout ça a changé, hein, mais vous aviez le premier concours, si ça passe pas, ben, vous aviez la possibilité d'être intégré après avoir exercé une activité professionnelle pendant 10 ou 15 ans en lien avec le droit. Et puis, vous aviez aussi la possibilité de passer les concours complémentaires. Donc, j'ai des exemples comme ça. Donc, la motivation, si on l'a, effectivement, on peut se sentir moins légitime parce qu'on n'a pas eu le concours étudiant, mais il y a d'autres chances après. Et aujourd'hui, effectivement, je renvoie à ce que disait le directeur Samuel Lenné tout à l'heure. Il y a effectivement l'opportunité qui va être présentée et qui va exister pour tous les gens qui auront été juristes assistants, notamment pendant je sais plus, c'est 2 ou 3 ans, 3 ans. Et effectivement, ça, je pense que c'est effectivement très intéressant. Donc, encore une fois, sur la légitimité, c'est comme sur le reste, il faut pas s'auto-censurer. Il y a des parcours il y a des parcours plus courts et plus simples que d'autres. Moi, je vais vous dire après, j'ai fini ma carrière, j'ai été pendant 5 ans au CSM, j'ai présidé la formation parquet. C'est pas parce qu'on a été bien classé au concours étudiant qu'on fait forcément un bon magistrat. J'ai dans ma promotion, je donnerai pas de nom, des collègues qui sont sortis à l'entrée et sur le concours de sortie très très bien placés et qui ont fait des carrières, mais alors d'une banalité, hein, et dont certains ne sont même pas arrivés à leur hiérarchie. Donc encore une fois, le concours, c'est un problème de contrôle de connaissances. Et c'est pas parce qu'on n'a pas eu le concours du premier coup ou qu'on n'a pas eu de bonnes notes au concours qu'on peut pas faire après un excellent magistrat. C'est deux choses tout à fait différentes. Peut-être pour compléter par rapport à cette légitimité pendant les oraux, de mon côté, j'avais demandé à peu près tout le monde autour de moi de me faire répéter les oraux. C'est-à-dire que je donnais, on avait une feuille à l'époque à remplir, je suis désolée, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, avec nos motivations, ce qu'on aime. Donc j'avais dû mettre pas mal d'artistes, peintres, etc. Donc avec, enfin pour avoir un peu de la matière pendant l'oral. Et en fait, j'avais demandé à tout le monde, à mes frères et sœurs, à mes amis, de m'interroger, de me faire répéter. Et tant que c'était pas bon, en fait, on reprenait et on refaisait des exercices. J'ai préparé ça aussi avec des amis de Master 2. Et pareil, on se faisait des oraux blancs et tout le temps, on reprenait. Je pense qu'on y passait des heures, en fait, pour juste donner confiance.
C'était loin d'être parfait. C'était probablement pas les attendus des évaluateurs et du jury, mais en tout cas, ça nous donnait confiance. Et j'avais aussi, ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on était présent dans la salle du Grand O de nos amis quand ils passaient le Grand O. Et en fait, c'est bête, mais on avait quelqu'un derrière nous qui pensait à nous et qui nous soutenait moralement. Et on avait l'impression d'être un tout petit peu moins seul le jour du Grand O. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que le manque de recul et de maturité du fait de notre jeune âge, quand on sort d'études, qu'on tente une première année de préparation, puis c'est un frein pour l'intégration? Et sinon, comment pouvoir y pallier en dehors de l'expérience professionnelle? J'ai eu l'ENM, j'avais 25 ans, donc j'étais pas très vieille, mais du coup, je saurais pas dire. Et puis, on était tous à peu près dans le même ordre d'âge. Je crois que la plus jeune avait 22 ou 23 ans dans notre promo. C'est une question de maturité, c'est pas une question d'âge. Enfin, je pense vraiment que ça, c'est des choses qui sont vraiment très différentes. Puis c'est aussi, je pense, une question d'apparence quand vous allez au Grand O. Ça, c'est extrêmement important. C'est de s'habiller de sorte que vous ne paraissiez pas trop jeune aussi. Je pense que ça. Mais c'est la même chose quand on va en audience pour la première fois et quand on est tout seul en audience. Ma première audience quand j'étais juge des enfants en tant que juge placé, donc j'avais 26 ou 27 ans, je sais plus l'âge que j'avais. J'avais extrêmement peur. Ça a été une audience terrible, tellement j'étais apeurée par cette audience. Et du coup, je m'étais habillée, j'avais tout fait parce qu'on porte pas de robe en audience de juge des enfants, pour apparaître bien plus âgée que ce que je n'étais. Mais on m'a fait la réflexion de mon âge quand même, de nombreuses reprises, en tout cas pendant les débuts de ma carrière. Mais voilà. Bon, j'avais 23 ans. Je pense pas que l'âge soit une question ni un problème, franchement. Et puis après, encore une fois, il faut laisser du temps au temps. Le concours, c'est un contrôle de connaissances. C'est pas parce que, encore une fois, qu'on a eu le concours on a eu le concours point barre. Puis après, vous rentrez dans une scolarité qui maintenant dure 2 ans et demi, 31 mois. Et là, c'est là que vous apprenez votre travail, que vous apprenez les techniques professionnelles. Donc, à ce moment-là, effectivement, faut laisser du temps au temps. Mais encore une fois, je vois pas le problème. Voilà. Bonsoir et merci d'avoir organisé cette conférence. Alors moi, je vise pas du tout le premier concours puisque ce serait davantage le concours professionnel. Je suis rentrée au ministère en 2013. J'ai d'abord été greffière puis conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Je suis intervenue aussi bien en milieu fermé qu'en milieu ouvert. Et la question que je me posais, c'était si jamais j'avais la chance d'accéder à l'oral, est-ce que ce parcours un peu atypique avec déjà un changement de fonction serait perçu comme potentiellement quelque chose de préjudiciable ou... Enfin, je me pose beaucoup cette question-là. Sur quel concours? Concours professionnel ou Oui. deuxième concours? Franchement, non, je crois pas. Je crois pas. Le concours professionnel, ça sert justement à tirer profit, à ce que l'institution tire profit de la diversité des profils et de la pluralité des carrières. Donc, vous me diriez, j'ai enchaîné, j'ai changé tous les ans. Là, effectivement, je pourrais vous dire
pourrais vous répondre que c'est peut-être le signe d'une forme d'instabilité, mais bon, vous avez exercé deux choses différentes, c'est très bien. Franchement, non, c'est pas un handicap, hein. C'est pas un handicap. La justice, elle sert à s'enrichir. Ça renvoie à tous les reproches qu'on fait, que j'aurais pu dire ça tout à l'heure. Faut pas écouter les reproches, on est jeune, donc on est bon à rien. On est jeune, on peut pas être juge. Si, on peut être jeune et être juge, mais il y a place pour enrichir dans des recrutements différents. Vous avez aujourd'hui des gens qui viennent du concours étudiant, et puis vous avez eu des gens qui ont eu la chance d'exercer une ou plusieurs professions différentes, et c'est ça, effectivement, qui est un facteur d'enrichissement. Alors, à partir du moment où vous arrivez, dans l'expression qui est la vôtre, à montrer qu'en réalité, c'est un parcours que vous avez voulu construire, dans lequel vous avez voulu vous enrichir progressivement, vous avez été greffier, puis vous avez travaillé pour l'administration pénitentiaire, et puis vous voulez devenir magistrat, je pense que c'est tout à fait légitime, et ça peut même constituer un plus, hein, cette diversité. Je vous remercie. Il y a une cohérence dans votre parcours, parce que vous êtes toujours dans le monde judiciaire, vous avez été greffière, ensuite SPIP, je crois que c'est ça? Oui, Ouais. CPIP. Donc CPIP, conseiller. Donc vous restez quand même dans le domaine judiciaire. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est très bien, c'est une belle expérience. Nous avons eu, il y a pas très longtemps, à Alès, une personne qui était en stage à la suite de sa réussite au concours complémentaire, qui est greffière. Elle a réussi le concours et donc là, elle fait le stage pour devenir magistrat et elle attend, je crois, la transparence qui doit sortir la semaine prochaine, il me semble. Voilà. Donc, au contraire, non, c'est très bien. Et puis, c'est bien d'avoir plusieurs cordes à son arc. Je vous remercie. Et magistrat, je pense que pour être un bon magistrat, au-delà des connaissances juridiques qui sont importantes, bien évidemment, il faut aussi connaître la société dans laquelle on vit et connaître les gens. Je pense que c'est important de connaître les gens, de connaître la vraie vie et de ne pas être enfermé dans sa tour d'ivoire et d'avoir l'impression que on peut être un excellent magistrat si on est loin de tout et loin de la société. Non, il faut vraiment vivre pleinement au sein de la société et vous, en tant que greffière et en tant que CPIP, vous avez cette richesse et cette expérience qui, à mon sens, est un véritable atout si demain vous intégrez la magistrature. Je vous remercie. Que les jurys, dans le cadre de ces concours, enfin, j'ai vu ça souvent, parce que chaque année, on avait des restitutions du travail des jurys des concours d'entrée à l'école devant le CSM. Les jurys, ce qu'ils aiment, bien sûr, ils contrôlent des connaissances, mais ils apprécient, j'allais dire, la façon de raisonner et l'ouverture d'esprit et la curiosité sur le monde. Hein. À partir du moment, effectivement, où dans votre background, vous pouvez présenter des choses comme ça, c'est des profils qui sont intéressants pour l'institution. Vous m'excusez, moi je vais devoir vous quitter parce que j'ai un train à 19h52 gare de Lyon pour Nîmes. Si je le rate, je ne sais pas où je vais dormir ce soir. Donc, en tout cas, j'ai été ravi d'être là et bon courage à vous toutes et à vous tous. Et comme le disait tout à l'heure Monsieur Lenné, moi je suis prêt à répondre à des questions sans difficulté par mail. J'autorise l'association à communiquer mon adresse mail et pas de difficulté là-dessus. Voilà. En tout cas, bon courage à vous toutes et à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Déjà, je tenais à vous remercier pour cette conférence. Ma première question, parce que j'en ai deux, c'est comment avez-vous réussi à gérer vos peurs, vos craintes, vos angoisses pendant le concours et pendant aussi l'exercice de votre profession? Vous voulez commencer ou... Elle est la plus jeune. Je commence. En ce qui concerne la gestion du stress, ce que je vous expliquais un peu tout à l'heure, c'est que
Pendant vraiment l'année de préparation au concours, je me suis un peu isolée, dans le sens où parfois c'est un milieu qui peut être assez difficile, où tout le monde va se comparer, tout le monde va parler de ses notes, tout le monde va se dire en sortant du galop, ah mais moi j'ai problématisé ainsi, j'ai écrit ça, mince j'ai oublié ce truc, alors que vous à côté vous vous dites mais j'ai pas du tout parlé de ça, je pense que je suis passée complètement à côté du sujet. Enfin, voilà, je pense qu'il y a une réalité qu'on est dans un concours à ce moment-là, et que tout le monde joue le jeu du concours, et qu'il faut se faire un tout petit milieu de personnes dont on a vraiment confiance, avec qui on peut travailler, et pas trop aller voir ailleurs, pas trop demander aux uns et aux autres, et se concentrer sur soi, sur son travail, se faire des choses qu'on aime, c'est-à-dire réviser, mais toujours prendre du temps pour faire du sport ou une activité quelconque. Moi, j'avais fait cette année-là, j'ai commencé le rugby, pour tout vous dire. Voilà, c'était encore un challenge. C'était à l'autre bout de Paris, mais ça me défoulait et c'était super. Du coup, quand je rentrais à 22h30 à la fin de l'entraînement, bah, je me remettais à réviser. Je révisais très tard. À cette période, je me levais tôt parce que j'avais pas forcément besoin de beaucoup de sommeil, parce que je pense qu'il y avait l'aspect aussi stress de passer l'examen. Mais j'étais aussi entourée de personnes qui m'envoyaient de la jurisprudence qui venait de sortir, des plans sur tel ou tel sujet en culture G, etc. Et en fait, ça me permettait du coup de pas du tout vivre et subir le stress que tout le monde semblait avoir pendant cette préparation. Donc je pense qu'il faut se préserver. Et puis après, professionnellement, ça c'est encore une autre question qui est bien plus compliqué et qu'on apprend à gérer au fil du temps. Je pense qu'il faut faire confiance, il faut parler avec nos collègues, avec ses collègues quand on est magistrat. Moi, en tout cas, je suis tout le temps tombée, en tout cas au siège, sur des collègues qui étaient extrêmement bienveillants et avec qui je pouvais beaucoup échanger sur mes doutes, sur mes peurs, sur ce que je traversais qui était compliqué. Et puis, je suis aussi arrivée en juridiction avec des collègues qui étaient avec moi à l'école. Donc, en fait, on était tout neufs. Et il y a eu plein de moments où on n'allait pas forcément très bien, mais bah, du coup, à la sortie du travail, à 21h30, 22h, on se retrouvait, on allait boire un verre, et puis c'était chouette. Et puis après, on reprenait le fil de, 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 de notre actualité. Voilà, on faisait comme on pouvait. Mais ça, c'est un peu une autre question, le stress du travail. C'est, je pense, déjà, faisons les choses les unes après les autres, gérons le stress du concours, et après, on gérera le stress du travail. Je vous remercie. Ouais. Oui, le stress du concours, vous gérez, hein, de toute façon, quoi que vous fassiez, de toute façon, un concours, vous savez très bien que c'est à la fois, je parlais du facteur travail et aussi un facteur chance. Donc c'est aussi, c'est compliqué, quoi. Hein. Je ne sais pas si on peut parler de gérer le stress au niveau du concours. Hein. Je dirais que j'ai géré, je ne sais pas comment, mais puis encore une fois, alors non, je ne saurais pas vous dire, il n'y a pas de recette. Hein. Franchement, je pense, je dirais peut-être se réfugier dans le travail. Voilà, ça évite peut-être de penser à autre chose. Sur le reste, par contre, après c'est effectivement plus compliqué. Moi, j'étais quelqu'un d'hyper anxieux, très stressé. Très réservé, à la limite de la timidité. Ça se voit pas forcément aujourd'hui, mais je vous assure que c'est vrai. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés au début de ma carrière avec les prises de parole en public. Et comme j'étais au parquet, les réquisitions à l'audience, c'était quelque chose effectivement de très compliqué, qui au début, ça me tétanisait. J'ai des souvenirs de ma première prise de parole pour un réquisitoire devant une cour d'assises. J'en étais malade, hein. Il y a pas d'autre mot. Ben, vous le surmontez petit à petit, hein, à force de vous battez, vous essayez de bien faire, vous apprenez, et puis à force d'en faire, eh ben, ça finit par passer. Et vous apercevez qu'au bout du temps, quand vous commencez à avoir l'habitude, la prise de parole en public, ça ne pose plus vraiment de difficultés. Voilà. Sur le stress, je dirais que je l'ai toujours eu, en fait. Je m'en suis jamais débarrassé. J'ai appris à le gérer en faisant du sport.
Et puis, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, moi, dans ma vie personnelle, c'est que j'ai fait beaucoup de montagne. J'ai fait 30 ans d'alpinisme. Et en montagne, vous êtes confronté en permanence à des dangers objectifs. C'est dangereux et ben, il faut garder son sang-froid, il faut prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris. C'est un métier dans lequel aussi vous avez le droit d'avoir des émotions. Simplement, vous apprenez petit à petit. Chacun a sa recette. Hein. Je pense qu'il y a autant de recettes que de magistrats. Ce qu'il faut apprendre, c'est, on a le droit d'en avoir. Simplement, il faut apprendre à les mettre à distance pour que ça vienne pas interférer dans le cadre dans le cours de la décision que vous allez prendre. Et pour ça, il y a un exercice effectivement qui est très intéressant. Ma collègue parlait effectivement des collègues, c'est vrai, hein, moi je confirme, mais peut-être encore plus au parquet, parce que quand vous arrivez dans un parquet, c'est une équipe. Donc, quand vous êtes confronté à des épreuves, ces épreuves, vous les partagez dans l'équipe et ça vous soude et ça vous donne en réalité un courage collectif qui rend beaucoup plus fort et qui vous aide effectivement à affronter ce genre de choses. Voilà. Donc, il faut avoir confiance. Voilà. Et encore une fois, ça vient progressivement et rien n'est insurmontable. Je vous remercie. J'avais du coup une seconde question, parce que depuis tout à l'heure, vous parlez du fait que quand on passe le concours, ça ne fait pas de nous un bon juge, un bon magistrat. Qu'est-ce qu'un bon magistrat selon vous? C'est une grande question. Ben, alors, de mon côté, je ne sais pas comment on est un bon magistrat. J'aimerais bien y tendre au maximum. Par contre, ce que je sais, c'est que pour faire ce métier, il faut avoir un certain nombre de qualités, à mon avis. Notamment, alors là, c'est extrêmement bisounours, comme dirait mon ancienne greffière, à chaque fois que je pouvais dire ça. Il faut beaucoup d'humilité. Et il faut, je crois, aussi avoir une passion pour les gens, c'est-à-dire aimer les gens, aimer peut-être même de manière plus générale l'humanité et avoir foi aussi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la fonction. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Et je pense qu'on peut exercer, être un bon magistrat sans avoir ces qualités-là. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement important à mon sens et surtout être à l'écoute également et avoir une force de travail. Il faut avoir une force de travail assez importante parce qu'on va vous demander de beaucoup travailler quand vous serez magistrat. Et ça, c'est quelque chose que je faisais pas particulièrement quand j'étais étudiante, mais j'avais pas non plus forcément la même passion des études que j'ai la passion d'être juge. Mais c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez quand même en tête, je pense. Moi, je dirais effectivement que c'est un bon magistrat, c'est quelqu'un qui est compétent. Si vous n'êtes pas compétent, vous n'êtes pas légitime. Ça, c'est la première des choses. Et quelqu'un qui est pas compétent ne peut pas être un bon magistrat. Donc, il faut la compétence technique. Et puis après, effectivement, il faut avoir des qualités, je rejoins ma collègue, d'humilité, parce qu'on court en permanence le risque de se tromper. Et des fois, on se trompe. Hein. Des qualités d'humanité, des qualités d'écoute, c'est-à-dire qu'il faut savoir écouter et prendre le temps d'écouter, même si c'est pas très à la mode compte tenu des contraintes de travail qu'il y a aujourd'hui dans l'institution. Du courage, parce que c'est un métier où on peut être amené à prendre des décisions qui seront pas forcément bien acceptées, voire qui seront impopulaires. Mais si c'est le droit qu'il veut, il faut les prendre. Et puis enfin, je dirais que pour être un bon magistrat, il faut savoir aimer décider. Parce que si vous n'aimez pas décider, vraiment, faites autre chose. Hein. Parce que quand vous passez votre vie à décider en permanence. Donc, des fois, c'est difficile, mais il y a un moment, il faut y aller. Donc, il faut aimer décider. Voilà. Et pas être paralysé devant la décision. S'il vous faut une journée pour prendre une décision, franchement, faites pas ça. Hein. Et je précise que, pour compléter le propos de Monsieur le procureur général, c'est que quand on vous dit décider, parfois, c'est décider sur des choses extrêmement intimes de la vie des gens que vous ne connaissez pas,
On vous demande de trancher parfois, quand on est au juge aux affaires familiales, s'il faut baptiser ou pas un enfant, parce que les parents n'arrivent pas à choisir. Parfois, on vous demande de placer des enfants. Parfois, on vous demande de faire des choix, de mettre en prison des gens, de prononcer des peines d'emprisonnement ou des peines de réclusion criminelle extrêmement lourdes. C'est des choix qui sont extrêmement... on vous demande de décider sur des choses qui ont parfois peu d'importance et qui sont anecdotiques à votre regard, mais qui ont énormément d'importance pour les gens qui sont face à vous, qui viennent parler de beaucoup d'autres choses en fait que la question qu'on vient vous poser, et puis parfois qui ont des conséquences extrêmement graves et importantes sur la personne, mais aussi sur tout l'environnement des personnes que vous voyez devant vous. Et ça, il faut toujours penser, la personne qui est devant vous n'est pas seule, que ce soit victime ou prévenue, ou peu importe en fait, il y a tout un environnement familial ou professionnel ou personnel autour des personnes que vous voyez. Alors, il y a des stages, c'est possible. C'est là où le poids de la relation peut être intéressant et où effectivement tout le monde n'est pas égal. Donc des stages, il peut y en avoir. Moi, je vous donne un conseil. Il faut pas là aussi vous autocensurer. Vous faites une belle lettre bien motivée avec votre CV. Vous l'envoyez, par exemple. Rien ne vous empêche d'envoyer au procureur général à la Cour de cassation, hein, ou au procureur général à la Cour d'appel de Paris, ou au procureur de Paris. C'est pas sûr que vous serez retenu. Mais même si vous n'êtes pas retenu, moi, c'est vraiment un message que je veux faire passer. La réussite n'est pas conditionnée par le stage. Moi, j'ai jamais fait de stage de ma vie. J'en connaissais pas de magistrat, j'en avais pas dans ma famille, j'en avais pas dans mes relations. J'ai passé le concours sans avoir jamais fait un stage. C'est intéressant si vous voulez parce que ça peut vous parfaire dans une vocation ou vous aider à vous orienter parce que vous vous posez des questions. Ah, ça me plairait bien, mais je sais pas vraiment ce que c'est, donc je veux aller voir. Mais si vraiment vous savez ce que c'est, la réussite n'est pas conditionnée par le stage. C'est pas parce que vous aurez fait un malheureux stage d'une semaine, c'est le procureur général à la Cour de cassation, que ça va vous apporter monts et merveilles. Hein. C'est bien pour la culture, mais franchement, il faut la relativiser cette question. Hein. Je dis pas qu'il faut pas en faire, hein, encore une fois, mais c'est pas parce que vous n'en ferez pas que vous allez amoindrir vos chances pour le concours. Hein. Franchement, hein, enlevez-vous ça de la tête. Hein. Je précise aussi, de mon côté, j'avais pas fait de stage avec des magistrats. J'avais travaillé avec des magistrats parce que j'étais assistante de justice, mais en fait, on était dans des bureaux. J'avais pas spécialement vu des audiences avec eux ni rien. Mais par contre, j'ai fait énormément d'audiences. Comme j'étais à la fac à Paris, dès que j'avais un moment de libre, j'allais en fait voir des cours d'assises à la cour d'appel. C'était magnifique en plus. J'allais voir des audiences correctionnelles, j'allais voir tout type d'audience qui était publique parce qu'en fait j'adorais ça. Enfin, je trouvais que c'était extrêmement vivant, c'était passionnant. Et donc je pouvais y passer alors une demi-journée, 1 heure, parfois même j'y allais juste entre midi et 2 quand j'avais un trou parce que je pouvais pas rentrer chez moi. Du coup, je me rendais au tribunal à côté de la fac pour aller voir ce qui s'y passait. Et c'était passionnant. Passionnant. Si vous me permettez, ce que vous dites me permet d'en rajouter une couche. Il y a stage et stage. Si c'est un stage de plusieurs semaines, notamment 2 ou 3 mois, là, effectivement, vous allez faire quelque chose qui va vous mettre vraiment dans le cœur du réacteur et où on va vous donner des travaux à faire, où on va vous aider à participer à des travaux à faire. Alors ça, c'est un type de stage particulier. Si c'est un stage d'une semaine, et j'en ai fait organiser suffisamment à la cour pour savoir comment ça se passe ou à la cour d'appel, on va vous mettre, en réalité, le stage sera organisé de telle sorte que vous allez assister à des audiences. Et je rejoins ma collègue, pour assister à des audiences, vous n'avez pas besoin de passer par le stage. Et honnêtement, vous y allez directement, les audiences sont publiques. Et pour le magistrat qui vous reçoit, en plus, parce que moi j'ai beaucoup reçu de stagiaires pendant une semaine quand j'étais juge des enfants, j'avais pas le temps.
en fait. Du coup, je trouvais que c'était pas forcément j'accueillais pas forcément très bien, les stagiaires, hélas. Par contre, quand je les accueillais sur du plus long terme, là, c'était bien plus riche parce qu'en plus, comme, le disait mon collègue, ils rédigeaient des synthèses, ils regardaient les dossiers, ils prenaient le temps. Alors qu'une semaine, en vrai, voilà, c'est un peu, On est d'accord. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Je vais clôturer cette conférence en vous disant, pour prêcher un peu pour ma paroisse, que l'association Horizon Magistrature, du coup, peut vous épauler, notamment dans la préparation des concours. On crée des groupes de soutien, en fait, avec des auditeurs, donc, de l'association, qui, mensuellement, consacrent au moins 1 heure par mois à discuter avec vous dans des groupes de soutien pour répondre à vos questions sur le concours. Et même en dehors des groupes de soutien, on a une boîte mail que vous pouvez trouver sur nos réseaux sociaux, Horizon Magistrature, notamment sur Instagram. Et vous pouvez poser des questions, en fait, même très pratico-pratiques sur comment ça se passe ce concours, qu'est-ce que c'est les épreuves, quels sont vos conseils. On est ravis de vous répondre là-dessus parce qu'on se voit en vous, donc, quelques années auparavant. Et donc voilà, on est là pour ça, n'hésitez pas surtout. Donc, Monsieur Samuel Lenné et Monsieur Abdelkrim Grigny, pour leurs adresses mail, c'est toujours prénom.nom@justice.fr. Donc, vous pouvez voir si vous avez un doute le nom des intervenants, pareil sur nos réseaux. Ils ont dit que si vous avez des questions à leur adresser, ils y répondront avec plaisir. Pareil pour nous, pour notre boîte d'entraide, évidemment, on est là pour ça. Et on sera ravis si certains d'entre vous tentent la magistrature. Ça serait une grande victoire. Je remercie. Pour préciser, l'adresse mail en question est sur le kakémono qui est derrière. Donc comme ça, vous pouvez la récupérer directement. Enfin, vous voyez peut-être pas là, mais c'est horizonmagistrature.entraide@outlook.fr. Voilà. Voilà, elle est précisée sur nos réseaux de toute façon. Je remercie encore vivement nos deux intervenants tous nos intervenants, mais particulièrement ceux qui sont encore là, Monsieur Bolins et Madame Benambou, d'être venus, d'avoir pris le temps de venir. C'est un grand honneur pour nous. Et merci à vous d'être venus pour assister à cette conférence. Et je vous souhaite bon courage pour la suite de votre parcours, quel qu'il soit.